Archéoastronomie, mégalithe, cupule. Partie 2, les cartes du ciel polaire. Moi-même, Didier Stuerga et Klaus Schaffer-Blackenhorn, nous vous présentons la suite des travaux de M. Stéphane Meder, en particulier une sémiologie stellaire des cupules. Alors, revenons à la partie 1. Dans la partie 1, on vous a montré l'importance de la Grande Ourse et du pôle céleste en Asie. Premier point, et ceci depuis pratiquement 6000 ans. On a vu également qu'on pouvait trouver l'astérisme 4 plus 3 de la Grande Ourse sous forme de cupules. C'est-à-dire un dessin avec des cupules qui symbolise un astérisme, c'est-à-dire une figure remarquable qui est obtenue à partir d'un certain nombre d'étoiles. Ici, les 7 étoiles de la Grande Ourse. Alors, qu'en est-il en Europe à la même époque? Et c'est à cette question que l'approche de M. Stéphane Meder répond, et c'est ce que nous allons aborder dans la partie 2, avec ce qu'on peut appeler des cartes du ciel polaire, ou en tout cas des techniques de repérage du pôle céleste. Alors, une première partie qui s'appelle précession des équinoxes, où vous avez ici sur ce schéma la Terre en rotation, et on voit que l'axe de rotation de la Terre, ici, décrit un cercle. C'est ce qu'on appelle un mouvement de précession et qui conduit au phénomène de précession des équinoxes. Alors, plus en détail, si je reprends ma grande ourse, et donc en particulier l'astérisme 4 plus 3, les 4 du chariot et puis les 3, disons, animaux qui tirent le chariot, dans un certain symbolisme, on sait qu'en utilisant Mérac et Dubé comme pointeurs, on arrive à trouver l'étoile polaire. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en 2023. Mais qu'en était-il en 4500 et surtout quel était l'effet du phénomène de précession des équinoxes? Alors, un objet donc qui décrit un mouvement de procession, c'est un objet donc qui tourne sur lui-même. Pour des histoires d'équilibrage de force, on va observer que l'axe autour duquel l'objet est en rotation décrit lui-même un mouvement qu'on appelle un mouvement de précession. Alors c'est le cas de la Terre, de l'axe de rotation de la Terre, c'est-à-dire le nord géographique, qui va donc, sur une période qui est très longue, 26 000 ans, décrire un cercle. Donc ça veut dire que le nord géographique, selon la période que vous considérez, ne pointe pas les mêmes directions du ciel. Et il y a un phénomène cyclique de 26 000 ans de pointage divers et variés au niveau du nord géographique. Alors, si on traduit tout ça sur une carte du ciel, vous avez donc un cercle en blanc. Ce cercle en blanc, c'est justement la zone, le cercle sur lequel se trouve l'axe de rotation de la Terre. Donc, c'est son mouvement de précession. Alors, on a l'axe, la position 0, qui est pointée ici. On a dit que c'était 26 000 ans. Donc, vous avez à l'opposé, si ici j'ai le 0, j'incrémente et j'arrive jusqu'à 13 000. Et puis, donc, on a dit qu'on faisait deux périodes. Donc, du coup, 2 fois 13, ça fait à peu près un petit peu moins 26 000 ans pour faire un tour complet. Si je regarde notre situation en 2023, la polaire se trouve ici. J'allume les différentes étoiles de la petite ours, la polaire étant reliée à la petite ours, et puis je vais vous éclairer donc les étoiles de la grande ours, le 4 plus 3, et puis je vais pointer, le pointeur 2000 classique que l'on vient de voir, je vais pointer et je vais trouver la polaire. Ça, c'est ce qu'on fait en ce moment, ce qu'on peut faire en ce moment, ce que vous pouvez vérifier dans le ciel. Qu'en est-il en moins 2000, moins 5000? Alors, je vais reprendre à nouveau la carte du ciel. On va remonter le temps maintenant. Donc, je vais allumer la polaire en vert, notre actuelle polaire, le cercle de précession que l'on vient de détailler, quelques positions moins 2008, moins 4006, moins 4009. En moins 2800, j'avais une étoile située donc sur le cercle de précession qui est Tubal, de la constellation du Dragon,
qui était la Pollet, il y a avant 2800 ans avant notre ère, hein. Alors, on va regarder, donc, on va retrouver nos pointeurs de manière visuelle, hein. Donc, le pointeur qu'on peut qualifier de pointeur 2000, hein, celui qui fonctionne aujourd'hui. Euh, Ensuite, un premier pointeur, le pointeur qui permet de trouver Touban en 2008. Donc, pointeur que j'appelle 2008, qui utilise en fait au niveau de la Grande Ourse Fekda et Mégrez, et pour pointer Touban. Donc ça, c'est le pointeur 2008, 2008 avant notre ère. Ensuite, je peux considérer ces deux étoiles de la Grande Ourse, hein, et je pointe ici à 4009, 5000, hein, 4009, donc c'est le pointeur 4009, et j'utilise en fait Fekda et Alliot sur la Grande Ourse. Donc un deuxième pointeur, un pointeur donc à moins 5000 environ. Ensuite, je vais retourner sur ma petite ours. Je vais utiliser ces deux étoiles de la petite ours. Je vais utiliser ces trois étoiles du dragon qui sont Eta, Theta et Iota. Et je vais obtenir un astérisme particulier qui va me permettre de pointer ici. Cet astérisme, c'est une crosse, hein, et elle va pointer la position 4600. Et j'ai un pointeur 4600 avec donc Eta, Iota, Dragon d'un côté et Kochab et Fercap sur la petite ours. Donc troisième pointeur, donc on va examiner un certain nombre d'illustrations de sites pour lesquels on peut retrouver des cupules qui correspondent à ces pointeurs. On verra d'autres pointeurs, on verra le pointeur cachalot que je n'ai pas représenté parce qu'il est assez compliqué pour la période 4600. Et puis on a aussi d'autres pointeurs un petit peu, enfin délicats, on va dire, je vais les qualifier comme tels, c'est pour ça qu'on n'apparaissent pas ici, mais je vous les expliquerai en temps utile. Alors démarrons tout de suite avec quelques exemples datés à moins 5000. C'est le pointeur Fekda-Alliot, il est relativement simple, hein. Il est rappelé ici, hein. Donc il me suffit de trouver la grande ourse, c'est très facile, de pointer ces deux étoiles, à peu près un facteur, on va dire 3, et j'arrive à trouver le pôle. Alors, premier exemple, c'est un exemple en Bretagne, dans le Morbihan, à Carnac, c'est le tumulus Saint-Michel, qui est daté de 4007-4400. Donc ce tumulus, en fait, c'est un monument énorme sur lequel il y a une chapelle qui a été construite, dédiée à Saint-Michel. Ici, quelques données, 125 mètres de long, 60 mètres de large, 10 mètres de hauteur. Ici, une coupe, un dessin qui vous montre l'intérieur avec une structure construite absolument colossale. Ici, un autre dessin qui vous permet de voir la partie centrale avec la chambre centrale. Une aquarelle très célèbre qui vous donne un plan de situation en élévation du site. Et puis surtout, l'agencement intérieur. C'est là, c'est ce qui nous intéresse avec la dalle centrale. Il y a en fait des cupules au milieu du plafond de la chambre centrale. Donc ici une photo de Stéphane Meder de cet élément. Donc avec maintenant, bon, la description sera simple, hein, je vous énonce les pointeurs. Vous aurez la pierre avec repris des cupules, et puis vous aurez avec Stellarium une carte du ciel qui vous permet de retrouver ce pointeur et de comparer le pointeur sur la carte du ciel et le pointeur qui a été dessiné sur la pierre. Donc ici, le fit, l'ajustement hein, de Stellarium nous donne 4850 avant pour cette première figure, hein, cette première analyse sémiologique de cette figure cupulaire. Alors, il y a les traces de peinture, avec grosso modo la trace d'une peau d'animal, hein, apparemment, et les cupures centrales semblent noircies, c'est-à-dire qu'on a volontairement voulu les faire sortir du lot. Un autre tumulus, cette fois sur l'île de Groix, moi j'appelle l'île aux Grenades, dans le Morbihan. Euh, donc c'est une île qui est au large de l'Orient, une île qui est habitée, hein. Moi j'appelle ce tumulus le tumulus perdu, je vais vous expliquer pourquoi. La fouille initiale a été faite au début du siècle précédent par Louis Le Pontois. Donc Louis Le Pontois, le voilà.
c'est un retraité de la marine et qui consacre beaucoup de son énergie et de ses moyens à faire des fouilles. Et puis à rédiger des rapports relativement bien, bien synthétiques des résultats de fouilles. Alors pourquoi je l'appelle le tumulus perdu? Parce qu'en fait, sur cette île, le tumulus a donc été fouillé au début du siècle précédent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont construit un bunker sur cette île et ils ont un peu chamboulé toute la partie du tumulus. Voilà. Alors en 2019, hein, il y a eu une opération de débroussaillage à grande échelle qui a été faite sur le site et on a cru à un moment, enfin ils ont retrouvé des pierres et on a cru avoir retrouvé ce tumulus, ce fameux tumulus, surtout la dalle, plusieurs des dalles centrales. Il s'est avéré qu'ensuite, donc, des archéologues ont pris en main l'affaire et ont repositionné les éléments qu'ils ont trouvés vis-à-vis des photos du siècle dernier, avec des repères, comme par exemple, il y a un phare sur cette île, et visiblement, ça ne colle pas. Donc, finalement, on avait cru l'avoir retrouvé, mais on l'a reperdu. Donc, on va travailler essentiellement sur documents. Donc, vous avez ici la référence de l'article de Louis de Pontois, avec l'extrait sur l'élément S12, qui est une grande dalle qui en fait couvre la chambre ici, la chambre C. Hein, donc c'est une dalle qui a été trouvée sur le tertre avec des cupules en vue, à l'aplomb la chambre C. 21 cupules de 4 à 6 cm de diamètre. Deux d'entre elles sont réunies par une cuvette longue de 0,25. Donc voilà la description de Louis de Pontois. C'est les seules choses dont on dispose, hein, puisque, comme je le rappelle, cette dalle n'a pas été retrouvée. Ici, quelques photos d'époque de la fouille du début du siècle précédent. Et puis ici, donc, une analyse d'une partie des cupules et la version Stellarium à côté, qui nous donne une année cotée à 4849. Donc, on est toujours sur notre 4009. Donc, voilà le résultat, avec ici des étoiles secondaires qui apparaissent. Hein. Vous noterez celle-ci, qui est mise ici. Celle-ci également, hein. Et puis, on a d'autres étoiles qui sont également prises en compte sur ce schéma, qui finalement est relativement riche. Ensuite, on a le cairn du Petit Mont, qui est un monument alors daté à 4000 avant, qui est magnifique. Hein. Voilà ce cairn, avec une photo de l'intérieur, avec une allée couverte. Hein. Donc ici, on trouve toujours pareil, hein, le pointeur, notre premier pointeur, Fekda Aliot, qui permet donc de pointer et de retrouver le pôle. Et ici, toujours pareil, en vis-à-vis, la version Stellarium, datée à 4850 avant. L'île Balanek, donc une île, la partie de l'archipel de Molène, face de Brest, hein. Donc ici, c'est une île dont l'accès est réglementé, donc c'est assez compliqué. Je sais que Stéphane Meder a pour projet d'y aller pour faire à nouveau des relevés. Alors là, j'ai pas toutes les références, hein, des relevés qui sont présentés là. Donc c'est un rocher sur lequel on a des cupules, hein, qui ont été creusées. Alors le détail des cupules, voilà les relevés dont on dispose. Alors je vous redis, hein, j'ai pas toutes les références là-dessus, je peux pas vous les donner. Voilà ce que ça donne si on compare ça à Stellarium, toujours pareil, puis qu'on essaie de trouver un ajustement. Et là, c'est aussi assez étonnant parce qu'il y a des ressemblances assez troublantes avec un certain nombre d'étoiles. Alors, pas avec toutes, évidemment, mais tout de même, on a quand même un accord qui est assez étonnant. Et on date à 4850 avant, donc on est toujours sur notre système 4009. Le dolmen de l'ISO. Alors, le dolmen de l'ISO, si vous cherchez sur Internet, on est toujours dans le Morbihan, il n'y a plus grand-chose sur le site. Hein. Par contre, ici, on parle d'une stèle et qui est au musée de préhistoire de Carnac. Hein, sur cette stèle, on a des crosses sur le côté gauche ici. On va en parler après, mais vous avez un dessin ici de crosse. Et puis, nous, on s'intéresse à ces cupules ici. Et donc, voici ce que ça donne avec Stellarium. Et on retrouve notre pointeur euh, Spectra Aliot à ceci près qu'ici, donc 4850 avant, mais peut-être vous ne voyez pas, mais il a été nécessaire de retourner le dessin obtenu avec Stellarium, ce qui tendrait à prouver un effet miroir.
Alors, je vais dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, sur les cartes classiques qui sont faites pour être vues du haut, on met conventionnellement le nord en haut, le sud en bas, et du coup, on a l'ouest à gauche et l'est à droite. Sur une carte du ciel, vous avez éventuellement une inversion parce que ce sont des cartes qui sont prévues pour être vues couchées sur le sol. Et donc, si on a les pieds au sud et la tête au nord, eh bien, on a une inversion de l'est et de l'ouest. Alors là, c'est assez troublant parce que le dessin est un dessin inversé, comme un dessin dans un miroir. Ensuite, après ces exemples à -5000, on peut regarder quelques exemples datés à -4600. Donc, -4600, c'est le pointeur Eta Iota Dragon et Kochab Ferkab sur la petite ours, hein, pour nous dessiner ce que j'appelle une crosse. On va utiliser donc Eta Iota Dragon pour pointer le pôle, et puis on a aussi le pointeur cachalot. Alors, qui est beaucoup plus compliqué au niveau de son schéma, c'est pour ça que je ne l'ai pas rappelé ici, et on va le voir pour la première fois dans les documents qui vont, ce que j'appelle le pointeur cachalot. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cachalot? Et là, je vous mets un extrait d'Hamlet, acte 3, scène 2. Bon, un texte particulier, Hamlet. Voyez-vous ce nuage là-bas qui a presque la forme d'un chameau? Polonius. Par la messe, on dirait que c'est un chameau, vraiment. Hamlet. Je le prendrais pour une belette. Polonius. Oui, il est tourné comme une belette. Hamlet. Ou comme une baleine. Polonius. Tout à fait, comme une baleine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, c'est un papier de 2000 d'Alistair Whittle, qui est le premier à proposer une sémiologie particulière des motifs et des dessins qu'on trouve euh, donc sur les stèles et sur les mégalithes. Et donc, il reprend disons, l'élément d'Hamlet, hein, tout à fait comme une baleine. Very like a whale. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de baleine, de cachalot? Ben, c'est toute une analyse de signes qui, initialement, étaient plutôt décrits comme des haches charrues. Voilà ce schéma très particulier qu'on pourrait qualifier de logo, hein, c'est ce dessin, hein, vous voyez, 4 fois, sur 4 sites. Donc Gavrinis, on va en parler tout à l'heure, Kercado, j'en parlerai pas, Penap non plus, l'île aux moines, et le Grand Menhir dont je vais parler après. Donc un dessin très particulier, avec une espèce de anse, un espèce de truc relativement fin du côté gauche, et puis un objet massif plutôt du côté droit. Alors c'est un dessin qu'on retrouve de manière systématique, particulièrement dans le Morbihan, mais vous allez voir dans quelques minutes, pas que dans le Morbihan. Et donc la sémiologie qui était proposée par Serge Cassin, qui est directeur d'un laboratoire à Brest d'archéologie, c'est une nouvelle interprétation de ce schéma sous forme du profil d'un cachalot. Bon. Alors, vous avez ici la reprise, hein, pour expliquer, ça ce serait la nageoire arrière, et puis l'espèce de chose un peu déformation qu'on a sur le devant, sur le museau de l'animal. Bon, après, moi, ce que j'ai toujours trouvé très curieux dans cette sémiologie, avant d'entendre parler des travaux de Stefan Meeder, c'est que les cachalots sont toujours dessinés dans un sens. Il n'y a jamais de cachalots, ils vont tous de gauche vers droite, il n'y a pas de cachalots qui vont de droite vers gauche, ce qui est un peu curieux. Alors, le cachalot, certes, mais il y a aussi un motif qui revient de manière excessivement permanente, ce sont les crosses. Alors, les crosses, ici, sur la table des marchands, vous avez tout un dessin, une multitude de crosses. Donc, la crosse est quelque chose aussi qui revient systématiquement. Alors, ici, c'est un inventaire qui est proposé, qui a été publié par Stefan Meder, des sites avec cachalot. Alors, il y a toute la zone du Morbihan qui est connue, mais il y a aussi, Stéphane a trouvé sur d'autres pierres, d'autres mégalithes, des dessins qui sont ce fameux dessin dit du cachalot. Donc ça paraît quelque chose qui est un petit peu plus diffusé que ce qu'on a l'habitude de dire. Alors, premier exemple, le tumulus du Mané-Lune, Morbihan, l'allée couverte. Ici, une reprise avec la référence du papier présentation, l'édition du patrimoine des mégalithes de Locke-Mariaquer. Donc le détail des différents éléments de la découverte. Et puis vous voyez cette magnifique
cette magnifique pierre avec ce dessin de cachalot. C'est vrai que là, le dessin fait penser à un cachalot avec la gerbe au-dessus. Voilà cette pierre, hein, voilà cette pierre, le relevé, puis la pierre en réel avec une lumière rasante. Donc c'est vrai que ça peut faire penser effectivement à un cachalot. Ensuite, on va aller, enfin, on va pas aller très loin puisque c'est exactement, pratiquement au même endroit, sur le grand menhir brisé. Alors c'est le plus gros menhir en Europe, hein. La masse estimée est entre presque 300 tonnes. 20 mètres partie en terre comprise, c'est vraiment quelque chose de monstrueux. C'est une photo assez ancienne, avec une bretonne, photo récente, donc il est cassé en 4 éléments. Ici, un relevé, une reconstitution avec le logo que vous voyez ici en rouge, hein, le fameux logo là, qui est relativement important en taille. Ici, des relevés dans cette publication, Corpus des signes, autour de la table, dans laquelle on analyse un peu les conditions qui ont conduit à l'obtention de ce dessin, ce logo, hein, très particulier. Alors on a ensuite le domaine Mané-Ritual, qui est toujours au même endroit, donc une magnifique allée couverte. Et ici, pareil, deux dessins successifs de ce fameux logo. Alors l'interprétation de M. Madère, c'est pas tout à fait un cachalot, c'est en fait un pointeur un peu compliqué parce qu'il intègre une multitude d'étoiles par rapport au 4 plus 3. Hein, on a la partie très verticale ici, hein, avec quelques étoiles qui se situent là. Bon, là, on est dans le 3 et le 4. On va chercher celle-ci pour faire l'espèce de dessin plus ou moins triangulaire. Et puis, la lance, il y a une succession de petites étoiles ici qui pourrait expliquer lance. Voilà. Donc ça, c'est un pointeur qui est très compliqué. C'est pour ça que je ne pouvais pas vous le montrer avant sur la carte du ciel. Voilà quelques vues de ce logo, hein, en lumière rasante, c'est assez impressionnant. Et puis ici, le logo reporté en carte du ciel avec Stellarium. La crosse et donc le cachalot. Alors les crosses au Manet ritual, voilà, superbe crosse, hein, éclairage en lumière rasante. Ensuite, on peut aller à Gavrinis, le cairn de Gavrinis, la Sixtine du néolithique, hein, 50 mètres de diamètre, 6 mètres de hauteur, un édifice absolument colossal. Et à Gavrinis, voici le relevé de l'allée, hein, l'allée couverte qui se trouve à l'intérieur, c'est la référence de la publication. C'est un magnifique dessin avec une crosse qui semble pointer le pôle, en tout cas on peut l'imaginer comme tel, puis c'est une photo du cairn. Maintenant, on va aller vers Quiberon avec des alignements, donc des édifices qui sont beaucoup plus modestes, hein, mais sur lesquels on trouve aussi des cupules qui semblent être analysables en termes d'astérisme stellaire. Donc, ici, pour Stéphane, c'est ce qu'il appelle la pierre de Rosette pour les crosses, hein. C'est sur cette pierre qu'il a eu l'idée des crosses. Et vous avez ici, toujours pareil, en vis-à-vis Stellarium, avec la fameuse crosse et le pointeur Eta Iota Dragon qui permet de détecter le pôle. Le menhir du Rhône, donc dans le Finistère, où on a l'astérisme 4 plus 3, avec une étoile supplémentaire, et puis une magnifique crosse. Là, on retourne à l'île de Groix, nous étions tout à l'heure, le menhir de Quel 8, avec un magnifique jeu de cupules, qui peut être interprété, vous voyez, enfin, c'est au-delà du 4 plus 3, il y a beaucoup plus d'informations dessus, beaucoup plus de repères, et puis une association avec la crosse, hein, pour partie qu'on vous a remis ici. Voilà. Donc daté à 4500. Maintenant, on va passer aux exemples datés à moins 3005. Donc 3500, c'est en particulier le Mont Saint-Michel, on va voir dans quelques minutes. Donc le pointeur, c'est le pointeur d'UB Alliot Misa, et puis éventuellement on utilise Iota Dragon de l'autre côté du pôle. Alors ça donne ceci.
les trois, hein, 2B Alioth Mizar, et puis Iota Dragon, et on pointe ici en décalé et en alpha. Premier exemple, donc le Mont Saint-Michel. Donc c'est très bien expliqué dans la série de conférences qu'on trouve sur la chaîne YouTube de Stéphane. Donc voici la fameuse pierre à cupule, et voici l'interprétation avec Stellarium, donc, qui donne une datation à 3005 avant. Le pôle étant vraiment plus qu'une cupule, hein, c'est vraiment un trou énorme qui se remplit d'eau d'ailleurs. Et puis vous voyez donc les pointeurs sur le côté, le triple pointeur du B Alioth Bizarre. Un tumulus tout simple, hein, sur lequel, de la même manière, on a une stèle, avec ici un pointeur toujours le même, hein, toujours du Dubé, Alioth, je m'y perds, et Bizarre, sauf qu'ici, on pointe avec cette étoile-là, hein. Sur l'autre système, on utilisait ce côté-ci pour aller pointer là-bas. Là, on utilise celle-ci. Et en fait, Alioth aligné avec celle-là me conduit directement avec inversion. J'en ai déjà parlé avant. Ici, on a également un dessin qui est inversé, enfin, comme si c'était le miroir. Domaine de Runesto, dans le Morbihan, petit dolmen, avec quelques cupules, mais un très beau dessin, relativement sophistiqué, puisque il utilise également d'autres étoiles au-dessus, ici, là, dans cette partie-là, hein. On n'utilise pas que la grande ours, on utilise aussi quelques étoiles ici, qui sont représentées visiblement sur la pierre. Et là, on est à 3500, avec inversion également. Le dolmen de la Hoguette, bon, en fait, c'est un gagal, hein. Donc le Galgal, c'est un édifice, un amoncellement de pierres, on va dire, dans lequel on trouve des... C'est une sépulture. Et donc ici, il est très curieux parce que regardez, c'est assez facile à dire, mais tout de même, le positionnement des corps correspond grosso modo au 4 plus 3, avec une étoile supplémentaire, comme on l'a déjà vu au Japon. Alors ça, moi, ça m'interpelle beaucoup, parce que, vous voyez, ici, il n'y a aucune raison qu'ils fassent la même erreur, et pourtant, ils ajoutent finalement une étoile supplémentaire dans le chariot. Donc ça, c'est un peu mystérieux. Quittons les exemples datés à 3005 et passons à ceux à 2008. Donc là, le pointeur est beaucoup plus facile à saisir, hein. C'est Feida Megrez pour pointer Tuban, qui est l'étoile polaire à l'époque. Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc c'est relativement simple comme pointeur, c'est facile à retrouver. Donc le menhir de Plozeve, où vous avez ce magnifique dessin, qui est parfaitement conforme. On est à 2008, 2810, hein, exactement. Menhir de Saint-Jean-Trolimont, c'est en fait une pierre qui est maintenant au musée de la préhistoire à Penmark, où on retrouve tout de suite, quand on le connaît un peu, cet astérisme particulier qui nous permet de retrouver parallèlement le pôle. Et on est daté à 2008 également. Alors, il y a beaucoup d'exemples de ce type d'astérisme en Suisse, en Angleterre et en Italie. Je n'ai pas les références, je ne peux pas vous en dire plus. D'autres alignements dans le Morbihan, où là, on a toujours la même utilisation du chariot, mais on a notre polaire à nous qui est représentée. Hein, qui évidemment n'est pas la polaire à l'époque, puisque là, c'est pareil, on est daté à 2810, le pôle est là, et notre étoile polaire à nous, elle est représentée apparemment, puisque ça correspond au niveau des positions. Donc 2810. Un exemple plus tardif, ça va être mon dernier exemple, hein. Saint-Guénolé, il y a une petite chapelle en bord d'une rivière, et vous avez cette magnifique pierre. Moi, je trouve que c'est très dommage qu'elle soit là. Elle devrait être dans un musée, cette pierre, plutôt là, dehors, exposée à tous les risques. Voilà les cupules qu'on a dessus. Et là, pour le coup, je termine avec cet exemple, et là, on peut vraiment peut-être parler de carte du ciel polaire, puisque vous n'avez pas que le pôle, vous avez tout l'environnement
on va dire, à 360 degrés autour du pôle. Et c'est quand même assez troublant parce que, bon, ça tombe, voilà. Et ça nous donne une datation à 1000 avant. Donc, avec tous ces exemples, ça semble montrer que finalement, la culture du pôle, le pivot céleste, existait aussi en Europe, hein, comme en Asie. Alors, elle a été perdue. Pourquoi elle a été perdue? Ça, il faudrait y réfléchir, hein. Changement de civilisation, arrivée d'autres cultures, volonté de christianisation et d'abandon des mythes païens. Je ne peux rien dire de tout ça, j'en sais rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder la carte de diffusion maritime de la culture mégalithique, car c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Donc ça, c'est un papier qui fait autorité, qui a été publié en 2019, et c'est une datation par zone. Donc la datation permet de définir des zones de peuplement de la culture mégalithique. Donc le démarrage, donc ça a été daté avec, au carbone 14, hein, dans la mesure où on a retrouvé de la matière organique qui a permis de faire ces datations. Donc on démarre en rouge sur la période 4007-4000 et on trouve un gros spot en Bretagne justement, hein, donc la culture dont on a parlé tout à l'heure du Morbihan. Donc visiblement c'est là que ça a démarré. Donc on voit d'autres spots rouges, hein, ici autour de l'Espagne, dans le sud-ouest de la France, également quelques endroits là, dans les Alpes, en Italie. Ensuite, eh bien, curieusement, l'Angleterre, 4000-3005, est donc visiblement colonisée après, hein. Et puis on a des spots, on voit très bien l'extension des spots rouges en spots verts, hein, clairement. Donc la diffusion, donc diffusion maritime nécessairement, hein. Et puis curieusement aussi, la partie nord ici, en fait, a été pénétrée ensuite par cette culture qu'après, hein, sur la période 3005-3000. Ensuite, on a la partie orange. Alors là, c'est un peu philatélique, hein. Il y a juste la partie qui se trouve ici. Voilà, cette zone-là qui a été datée. Bon, après, c'est cohérent avec les taches jaunes, hein. Et puis, vous avez la partie orange, où là, c'est plutôt dans le sud, enfin, dans la Méditerranée, hein. Voilà, où vous avez la poursuite, hein, la diffusion de cette culture mégalithique. Alors ça, c'est intéressant parce que ça prouve que finalement, c'était bien des navigateurs. Donc, les navigateurs, comme on l'a rappelé, la journée, ils utilisent le soleil, mais la nuit, ils sont aussi sur mer, hein. Si vous déplacez sur Terre, la nuit, vous arrêtez, vous bivouaquez. Et si vous êtes en mer, vous êtes obligé de continuer de naviguer. Alors, on peut évidemment caboter et caboter, c'est certain, c'est-à-dire qu'il restait au proche des côtes. Aujourd'hui, le cabotage, il y a toujours de la lumière sur les côtes, donc ça permet de les retrouver. À l'époque, il n'y avait pas de lumière. Donc, l'importance de retrouver la direction, en particulier le nord, avec la Grande Ourse, était absolument quelque chose de crucial pour eux et de vital. Donc tout ça paraît assez cohérent puisque c'est un peuple de navigateurs qui a amené cette culture mégalithique, hein, en Europe. Donc tout ça, ça paraît assez cohérent. Maintenant, il faut le prouver. Donc de prime abord, pour moi, enfin pour nous, Klaus et moi, ce fut très étonnant, de plus en plus troublant au fur et à mesure qu'on examine les résultats et la base de données, car la base de données est beaucoup plus riche puisque Stéphane a plus de 100 cas dans sa base de données. Ici, je vous ai présenté que ceux qui ont été publiés et les plus courants. Et puis, donc, on passe d'étonnant, troublant et finalement évident, hein. C'est la conclusion qu'on peut avoir. Alors après, évidemment, il faut donner des confirmations, des chapeaux bas, et un certain nombre d'éléments qui laissent penser qu'on a bien affaire à des cartes du ciel ou des techniques de repérage du pôle, hein. Donc, l'intégralité des speed dating astro-présenté provient donc des travaux de M. Stéphane Leder, vous l'avez bien compris. Donc cette présentation a été réalisée avec son accord et sous son contrôle. Et encore un grand merci. Et je vous mets ici les références de la chaîne YouTube de Stéphane.